à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Déjà élu il y a une semaine au conseil d'administration de la Ligue où il siégera comme représentant de la Ligue 1, Jean-Pierre Caillot s'est vu attribuer par ses pairs une nouvelle fonction hier soir avec son élection pour un mandat de 4 ans à la présidence du collège de la Ligue 1. LFP, syndicat Première Ligue, collège de la Ligue 1. Bon, on s'y perd un peu en vrai. Alors, je le disais, Jean-Pierre Caillot, solide soutien de Vincent Labrune, siège déjà au conseil d'administration de la Ligue, aux côtés entre autres de Nasser El Khelaifi, de Jacques-Henri Hérault ou encore de Laurent Nicolin. Ils se réunissent autour du patron de la Ligue avec un représentant du corps arbitral, des représentants du syndicat des entraîneurs, l'UNECATEF, et du syndicat des joueurs, l'UNFP, un représentant aussi de la FFF, entre autres, pour discuter tous ensemble des grands enjeux du foot pro en France. Jean-Pierre Caillot est également dans la gouvernance du syndicat Première Ligue. Non, pas Premier League. Première Ligue. C'est un syndicat patronal qui représente les clubs de Ligue 1 dans les instances. En gros, c'est le MEDEF de la Ligue 1. Le syndicat représente les patrons des 20 clubs et défend leurs intérêts devant la Ligue, mais aussi devant la FFF et devant le ministère des Sports. Un groupe qui existe depuis 4 ans et qui est présidé par Bernard Cayazo. Alors aujourd'hui, Caillot devient donc président du collège de Ligue 1. Jean-Michel Aulas ayant décidé de ne pas se représenter, la voie était libre pour le patron du Stade de Reims, qui récoltait hier soir 19 des 20 suffrages exprimés. Il est devenu, en gros, le porte-parole de ses confrères présidents. Il est devenu la voix des 20 clubs devant la Ligue. Le président veille à ce que ses collègues respectent des principes d'intégrité, des principes d'esprit sportif, et il doit aussi réguler les conflits. Je vous demande de vous arrêter. Mais surtout, le collège Première Ligue est une force de proposition. Il réfléchit à des réformes concernant la répartition des droits télé, le nombre de clubs participant au championnat ou encore la gestion de crises financières ou sanitaires. Beaucoup de boulot pour le président Caillot. Bonne chance. Et une stratégie bien sûr derrière tout ça, parce qu'il n'est pas fou Caillot, que le Stade de Reims se retrouve au cœur des instances de décision. Allez, on passe à notre interview de la semaine. Chaque mercredi, un invité est avec nous dans Flash Foot. Son parcours, sa saison, ses ambitions. Aujourd'hui, c'est un ancien de la Ligue 1 qui nous fait le plaisir d'être avec nous. L'ancien Sochalien, l'ancien Bastiais, aujourd'hui exilé en Espagne, Mathieu Pébernes. Salut Mathieu. Salut. Ça va ? Ça va, merci. Mathieu, ça fait 2 ans maintenant que tu évolues en Espagne. Aujourd'hui, tu es à Almeria, en Liga Adelante, la 2e division espagnole. Comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien. C'est vrai que ici voilà, c'est plaisant. L'Espagne, au niveau du football, au niveau de tout, voilà, je me suis bien habitué à la vie autant footballistique que hors football, donc ça va, ça se passe plus ou moins bien. Mathieu, tu étais prêté la saison dernière à Lugo, une saison qui s'est achevée dans l'euphorie d'un maintien acquis dans la dernière ligne droite du championnat. Pour toi, ça a été un titre de meilleur joueur de la saison aussi. C'est vrai que l'année dernière, ça a été une saison assez fructueuse dans le sens où j'ai été élu à plusieurs reprises joueur du mois de l'équipe, et au final les joueurs, les journalistes et les supporters m'ont élu joueur de la saison, et c'est vrai que ça a été le tout a été couronné par un maintien lors de la dernière journée, donc c'était pour le club quelque chose d'important de rester en 2e division en Espagne. C'est vrai qu'on sait que la 2e division en Espagne c'est très compétitif, et chaque année quand on voit les clubs qui descendent de Liga à Ligue 2, c'est chaque année plus difficile, donc voilà, c'était vraiment une belle saison de l'année dernière. J'ai eu du temps de jeu, j'ai pu m'exprimer sur le terrain, et c'était vraiment le plus important. Mathieu, on est à une semaine de la fermeture du mercato un peu particulier cette année. Est-ce que tu as eu des propositions ? Il y a eu, je crois, un intérêt de Getafe, de Swansea aussi, paraît-il. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, malgré le fait que ce mercato est vraiment totalement différent de ce qu'on a pu connaître avant, notamment dû au Covid et dû aux économies des clubs qui sont différentes. C'est vrai que
c'est vrai que c'est un mercato qui est long, qui commence à se débloquer vraiment sur la fin. Il reste plus qu'une semaine, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu des contacts, il y a eu des avancées, des intérêts avec les clubs qui ont été cités. C'est vrai que moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de rester focus sur mon football. Il y a mes agents qui s'occupent de ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des intérêts de clubs et il y a eu des discussions qui, pour le moment, n'ont pas abouti. Donc après, il reste une semaine. Et on sait que souvent dans la semaine, il y a beaucoup de transactions, donc on va voir ça. Après la Belgique, Mathieu, la Turquie, la France, l'Espagne, c'est vrai que tu es un peu un globe-trotter. Est-ce que tu aimerais bien découvrir un nouveau championnat ? J'aimerais bien, oui et non. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais continuer en Espagne. Après, c'est vrai que j'ai eu des opportunités, il y a des opportunités qui sont concrètes en Angleterre. Donc après, c'est vrai que entre guillemets, il me manque ce pays à visiter. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre de vie en Espagne me correspond, la façon de vivre aussi. Mais voilà, aujourd'hui, je suis ouvert à toute proposition. Et ce qui sera important sera toujours le projet sportif et ce qui pourra en découler derrière. Un retour en France, ça te plairait ? Est-ce que tu l'envisages, Mathieu ? Il y a eu des discussions avec des clubs français. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut fermer la porte à personne. Aujourd'hui, la France, c'est le pays où j'étais formé. Voilà, j'ai évolué pas mal de saisons en Ligue 1. C'est un championnat qui m'intéresse toujours. Donc forcément, un retour, c'est toujours d'actualité. Il faut pas fermer de porte. Donc pourquoi pas, oui. Est-ce que tu suis encore ton ancienne équipe Lorient ? Est-ce que tu les suis en ce début de saison ? Bien sûr, oui. Toujours. Ils auraient bien besoin de toi en ce moment derrière, hein. Ça, je sais pas, mais je pense qu'ils ont quand même une belle équipe. Ils ont tout pour réussir. Je pense que surtout, ils ont un coach qui je pense est très compétent, qui a les idées claires. Ils ont fait une grosse saison la saison passée. Ils ont réussi à monter, ils ont démontré de belles choses et je pense qu'ils ont fait de belles recrues aussi cette année. Et voilà, il faut que la sauce elle prenne, ça prend du temps. La Ligue 1 c'est un palier au-dessus de la Ligue 2, mais je pense qu'ils vont quand même faire une belle saison parce qu'ils ont quand même un bel effectif et un entraîneur qui a les idées vraiment claires et qui va faire. Christophe Pélissier. Alors justement, toi Mathieu, tu as connu les deux, tu as connu la Ligue 1, tu as connu la Ligue 2. Pour toi, quel va être le grand défi pour ce Lorient-là pour se maintenir cette saison ? Je pense qu'il faut qu'ils trouvent une stabilité défensive. C'est vrai qu'ils ont tendance à encaisser pas mal de buts. Après, ils ont un gardien jeune. Même s'ils ont recruté l'expérience derrière avec Morel, ils ont quand même des jeunes joueurs derrière. Donc voilà. Après, c'est vrai que la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est vraiment des petits détails qui en Ligue 1, c'est des pécages. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. C'est des petites erreurs. Au final, ça te coûte des buts, ça te coûte des points. Au final, tu te retrouves en janvier en étant en bas du classement, donc c'est ça qu'il faut éviter, et c'est ça qu'il faut essayer de corriger le plus rapidement possible et éviter de faire des erreurs qui te coûtent des buts. Un peu d'inexpérience et d'immaturité peut-être du côté de Lorient. Oui, c'est normal. Après, je pense qu'au vu de leur recrutement aussi, même s'ils ont des joueurs cadres comme Fabien Lemoine, il y a Vincent Le Goff qui est resté, ils ont quand même des joueurs qui ont l'expérience, qui ont connu la Ligue 2, mais c'est vrai qu'ils ont recruté quand même pas mal de jeunes joueurs qui avaient peut-être pas trop d'expérience en Ligue 1. Il y a pas mal de joueurs aussi qui étaient vraiment issus du cru de la Ligue 2. Donc après, voilà, c'est une nouvelle expérience. Il faut s'adapter, ça prend du temps. Mais le problème, c'est qu'en Ligue 1, il n'y a pas forcément trop de temps. Et qu'il faut s'adapter plus ou moins vite au championnat si on veut être tranquille. Mais je pense que voilà, pour le moment, ça vient de démarrer. Ils ont encore le temps de se régler. Mais honnêtement, je pense que ça va bien se passer pour eux. Christophe Pélissier a dit d'ailleurs il y a quelques semaines, il a dit il faut que mes joueurs apprennent et vite parce qu'effectivement ils n'ont pas trop le temps de se chercher en ce début de saison. Il va falloir vite engranger des points et s'assurer du maintien le plus tôt possible. Tu me parlais de Grebic, tu me parlais d'autres joueurs aussi, mais ce sont des garçons qui n'ont finalement jamais connu la Ligue 1. Oui, c'est ça, c'est ils ont un recrutement entre guillemets intelligent dans le sens ils ont pris des très bons joueurs de Ligue 2, donc ils sont montés en Ligue 2, en Ligue 1, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu la Ligue 1, du moins très peu. Il y a des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, comme je disais, comme Fabien Lemoine et tout, qui ont connu la Ligue 1, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, comme on dit, on apprend de ses erreurs, ils sont en train d'apprendre de leurs erreurs et il faut pas que ça dure très longtemps parce que après les jours défilent, les points passent et ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'après on perd la confiance aussi, donc ça joue beaucoup la confiance et c'est vrai qu'avec plus de points on peut mieux travailler, on peut bosser plus sereinement, donc au final c'est un peu un cercle vicieux, mais voilà, je pense qu'ils ont un entraîneur qui a les pieds sur terre vraiment, qui essaie de construire quelque chose depuis l'année dernière d'intéressant
je pense qu'il y a un projet qui est intéressant et qui peut aboutir, mais voilà, c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent des points rapidement pour pouvoir respirer un peu. Mathieu, mais tu suis, hein? Oui, mais moi, au football, tu peux me parler de n'importe quel pays. Non, mais il y a des joueurs qui regardent pas les matchs, tu vois, en dehors. C'est votre job, mais au final, t'as des garçons qui te diront que ça les intéresse pas. C'est quand même le minimum. Après, je peux t'intéresser à ton métier quand même. Si c'est vrai que c'est pas, voilà, il faut pas connaître tous les joueurs de la terre, mais quand même, quand tu joues contre une équipe, il faut quand même en face, tu connais au moins le minimum des joueurs qui sont. Sinon, enfin, après, chacun, c'est vrai que voilà, il y a des joueurs qui s'en foutent du foot et qui s'entraînent. T'es passionné, c'est bien. En coach, Mathieu, t'as connu Hervé Renard, t'as connu Francis Gillot, qui t'a lancé en Ligue 1, t'as connu Juan Fran, alors pas le défenseur de l'Atlético, hein, mais l'ancien joueur du Celta Vigo, l'ancien de l'Ajax et du Celta. Qui t'a le plus marqué et pourquoi? C'est dur à dire, c'est vrai que chacun peut. Moi, Francis Gillot, c'est vrai que c'est lui qui m'a fait goûter à ma première titularisation, à ma première saison en Ligue 1, et c'est vraiment un coach avec qui voilà, on a connu l'Europa League et on avait une belle équipe, ça s'est vraiment bien passé, mais après c'est vrai que au niveau humain, c'est un coach qui est peut-être un peu plus distant que les deux autres. C'est vrai que voilà, si vraiment ce qu'il faut retirer comme qualité de Francis Gillot, c'est que voilà, au niveau football, au niveau tactique, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien son sujet. Après au niveau humain, c'était peut-être un peu différent, mais voilà, il était quand même attaché à sa manière. Après c'est vrai que Hervé Renard, c'était quand même voilà, au niveau du charisme, c'est quand même quelque chose d'autre. Il arrive de suite, il est imposant, il sait ce qu'il veut, donc c'est voilà, un personnage, Hervé Renard. On sent que ouais. Donc voilà, ça a été, mais je pense que ça a été aussi un bon coach parce qu'il a pas eu de chance, je pense à Chouchou, parce que ça s'est joué sur le dernier match. Voilà, il est arrivé peut-être un peu tard aussi, mais c'est un coach pareil qui sait ce qu'il veut, qui a été joueur, qui sait comment ça se passe, et voilà, c'est peut-être la nouvelle génération entre guillemets de coachs qui sont plus proches des joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération des joueurs, les coachs ont tendance à être beaucoup plus proches des joueurs qu'avant, donc c'est ça aussi, ça a un peu changé par rapport à l'époque où moi j'ai démarré entre guillemets, et ça fait pas très longtemps non plus, mais c'est vrai que voilà, ça a changé. L'image, la relation coach-joueur, elle a quand même beaucoup évolué ces derniers temps. En plus, Juan Fran, c'est un pote de Maradona, et ça quand même, c'est la classe. ouais. En fait, lui, il connaît un très très bon ami à Maradona. En fait. Il a que 44 ans, Juan Fran, et en fait, pour ce maintien dont je parlais tout à l'heure avec Lugo, il paraît qu'il vous a passé une vidéo de Diego Maradona dans le vestiaire quand même pour vous motiver. C'est un autre level que Pascal Duprat, quoi. C'est... Bon, il avait fait un peu le même style. En fait, il avait commencé à faire des vidéos au début. Il avait montré des gens qui étaient des gens de notre famille, forcément. Ça, c'est celle qui marche toujours plus ou moins parce que celle qui te touche vraiment le plus au niveau intime. Mais en fait, c'est la classique. En fait, lui, il est arrivé, il restait 9 matchs, et sur les 9 matchs, toutes les semaines, en fait, il a passé voilà, une fois notre famille, une fois des gens qui étaient des anciens sportifs, des gens qui étaient anciens sportifs et handicapés, des gens qui avaient gagné les Jeux paralympiques. Et pour le dernier match, il nous a fait la surprise de nous passer la vidéo donc de Maradona qui nous passait un petit message d'encouragement, de motivation, qu'il était derrière nous et tout ça. Donc c'est vrai que de le voir en vidéo, c'est toujours un honneur pour le joueur que ça a été, pour l'homme que ça a été, pour ce qu'il a fait pour le football. Voilà, c'est toujours incroyable de voir des gens comme ça, quoi. Moi, il m'encourage pas, Maradona, avant mes podcasts. Hein. Je suis grave déçu. Ouais, c'est parce que c'est pas sa branche, c'est plus le côté football. Mathieu, dans quelques minutes, en plus, on va en parler de Maradona dans Flash Foot. Juste pour finir là-dessus, il paraît que tu lui as quand même dédicacé un maillot, c'est vrai? Ouais, pas moi perso, mais c'est vrai que l'inverse aurait été plus normal dans le sens où il aurait pu nous dédicacer lui le maillot, mais vu qu'il était en Argentine, il a demandé au cours de la vidéo, voilà, que ça lui ferait plaisir si on pouvait lui envoyer un maillot dédicacé par tous les joueurs et tout, si on pouvait voilà lui faire entre guillemets cette faveur. Donc bien sûr tout le monde s'est empressé de donner le maillot, de le signer. Pour nous c'est un honneur de pouvoir signer un maillot pour lui. J'espère qu'il l'a gardé, qu'il l'encadrera, ou voilà, il en fera ce qu'il fera. Mais c'est vrai que l'anecdote est sympa dans le sens où l'inverse aurait été plus plausible si un jour on m'avait dit que voilà, j'avais signé moi un maillot pour Maradona avant que je lui dise qu'il me signait un maillot. On ne croirait pas même aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'anecdote un peu sympa, et au final ça a marché puisqu'on a gagné le dernier match, on s'est sauvé.
et tout le monde était content. L'esprit du Pibe d'Oro était avec vous, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'était ça, ouais. Donc toi, en fait, Mathieu, tu pourras dire à tes enfants, j'ai signé un maillot pour Maradona. Genre, j'ai pas de maillot dédicacé de lui, mais par contre, moi, je l'ai signé un maillot. Je leur ai dit, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils savent pas qui c'est Maradona. Le problème, c'est ça, c'est que la nouvelle génération, ça m'a mis un petit coup, mais bon, je vais leur montrer un peu des vidéos et des cassettes comme à l'époque. Quelques skills, tu leur sors les VHS. Bon, Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Je te souhaite une très belle saison à Almeria ou ailleurs. On verra dans une semaine, tu nous tiens au courant. Allez, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un transfert qui a fait fantasmer toute une génération. C'est bientôt la fin du mercato et en plus, dans un mois, jour pour jour, Diego Maradona fête ses 60 ans. Ça faisait 2 bonnes raisons de vous parler du jour où El Pibe de Oro a failli signer à l'OM. C'était il y a 31 ans. Nous sommes en 1989. Bernard Tapie est arrivé à l'Olympique de Marseille il y a 3 ans avec l'intention de faire de l'OM un grand d'Europe. Alors sous l'ère Tapie, de nombreuses stars arrivent au club, parmi elles Rudi Völler. Mais Tapie rêve plus grand, Tapie veut plus, parce que si l'OM est une place forte du foot français, eh bien à cette époque-là, il reste encore totalement inexistant sur le plan continental. Alors Tapie cherche le joueur qui va faire passer un palier au club. Et à cette époque, le joueur, il s'appelle Maradona. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, y gol! Pour Bernard Tapie, c'est la priorité. Tout Marseille se met alors à rêver d'une attaque Waddle, Papin, Francescoli, Maradona, tu m'étonnes. Et c'est comme ça que Michel Hidalgo, le directeur sportif marseillais de l'époque, s'envole et se rend chez le champion du monde à Naples. Alors c'était pas pour se faire une pizza, les négociations avec Maradona peuvent enfin commencer. Un salaire de 20 millions de francs sur 3 saisons est alors offert à l'Argentin qui réclame une villa à Cassis. C'est ok pour Hidalgo, qui repart à Marseille avec le sentiment d'avoir l'accord du joueur. Sauf que dans le même temps, le président du club italien, Corrado Ferlaino, prend connaissance de l'affaire dans les journaux et réclame non pas 20, mais 80 millions de francs. L'affaire s'arrête ici, Maradona ne viendra pas à l'OM. Et Tapie fera finalement venir Chris Waddle, qui deviendra l'idole du Vélodrome. L'OM remportera la première Ligue des Champions de son histoire 4 ans après. La meilleure façon, finalement, d'oublier Diego. Mais ce transfert restera à jamais dans la légende. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.